1, 2, 1. Ah, ah. 1, 2, 1, 2. Ouais. Pardon. Ok, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Voici venu le moment du dernier temps fort, le 5e du Lab des initiatives nantaises à l'occasion de ce sommet mondial Climate Change. Et aujourd'hui, nous allons accueillir les acteurs qui se bougent et se mobilisent sur la thématique de la ville d'usage, après avoir traité 4 autres thématiques depuis 2 jours autour de ce lab. Donc Alban, depuis lundi, tous les acteurs nantais sont sur le pont pour montrer qu'à Nantes, on se bouge et que ça foisonne d'idées et que pour beaucoup d'entre nous, le climat, c'est d'abord une question de faire évoluer les comportements. Le comportement de tous les acteurs d'un territoire, que ce soit des entreprises ou des gens de la société civile, que ce soit des associations, dans plusieurs thématiques, notamment ville, nature et comestible. Alban, qu'est-ce que c'était ? On a ouvert donc, effectivement les rencontres de laboratoire avec ville, nature et comestible. Donc, on était sur les sujets d'alimentation, grand sujet sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre et de changement de comportement. Et aussi, on a abordé les questions de biodiversité, plutôt sur un angle adaptation au changement climatique. Voilà. Et donc, on a enchaîné lundi sur les acteurs qui se mobilisent, en fait, qui visent à associer tous les groupes de personnes, parce que ce soit les seniors, les jeunes, que ce soit les personnes en fragilité, que ce soit les personnes étrangères, que ce soit toutes ces populations dites à la marge, sont des vecteurs potentiels d'innovation. Ils peuvent proposer de belles solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, et ça, on appelle ça... Ville inclusive. Voilà. Et donc, sur la ville active, ensuite, des mardis... Donc on était sur les acteurs du monde économique, donc les salariés, les entreprises, les PME, les TPE. Et on a vu que ces acteurs-là aussi se fédèrent, travaillent en réseau sous forme de plateforme et aussi développent des initiatives fort intéressantes, notamment par exemple les cargos voiliers de cabotage. Et le 4e temps fort d'hier, donc c'était tous les acteurs qui se mobilisent et utilisent l'art et la culture et l'événementiel pour passer beaucoup de messages et pour mobiliser les acteurs nantais, puisque c'est un levier hyper important. Et c'est aussi un moment, notamment les événements, où le temps de cerveau disponible est énorme, où on peut passer vraiment de grands messages. Et en plus, les événements en tant que tels, en attirant beaucoup de monde, on pense au Hellfest, pas très loin de chez nous, mais toutes les fêtes de quartier, les fêtes des voisins, c'est beaucoup de monde qui se rassemble et il faut en diminuer l'empreinte écologique. Et on a mis ça, nous, sous la bannière ville animée, avec notamment, je crois, le réseau éco-événements. Les acteurs culturels pour le climat. Et ceci n'est pas un déchet. Philippe est là. Il était bien chaud parce qu'il sortait du festival dimanche soir. Donc, c'était parfait. Donc, au total, en fait, déjà une 50aine d'initiatives mises en avant depuis le début de ce lab des initiatives nantaises. Et aujourd'hui, voilà, on va en mettre en avant une quinzaine de plus. Une quinzaine de plus d'initiatives que vous portez. Et donc, c'est venu donc le temps de s'occuper aujourd'hui de la ville d'usage. À noter, donc, pour info, on est en diffusion en direct sur Internet. C'est aussi des flux que vous pourrez récupérer, vos présentations. On en profite d'ailleurs, et c'est marrant, Antoine Deza, qui est un étudiant de SCP Paris, qui a énormément aidé Alban au sein de Nantes Métropole pour faire cet événement-là, qu'on salue en direct, puisqu'on sait que pendant ses cours, il est en train de regarder en direct ce qui se passe et que ça lui plaît énormément, sauf qu'il n'est pas trop attentif aux cours qu'il suit. Donc on le remercie énormément. Donc un petit mot pour dire que le laboratoire a été porté par Nantes Métropole et animé avec Open EDC et toute l'équipe. Et puis aussi Scopic, Gilles Damaquer est dans la salle, il est là. Donc merci à eux. Ça marche. Donc, pour info, tout à l'heure, à partir de midi, il y a Johanna Roland qui viendra ici en clôture des pitchs à peu près. Donc, avant d'aller chacun sur les ateliers qui nous intéressent, on vous demandera peut-être de rester ici. On fera un petit tour d'ensemble du lab pour lui expliquer et elle s'exprimera sur ce lab. Et ensuite, il faudra qu'on soit hyper efficace puisque derrière, on enchaîne sur une émission qui se passe ici. Qu'on aille vraiment très vite vers les ateliers. Et ensuite, avec Johanna Roland, on s'arrêtera d'abord sur le stand où il y aura le BAT-Lab sur Nantes Métropole. Puis on ira ensuite en espace R0 autour des 2 initiatives, Bellevue en transition et Douillou Cause Commune. Donc je vous demande, à un moment donné, quand on ira sur les ateliers, de faire assez rapidement pour que très rapidement on se mette en mode on travaille ensemble et on essaye de faire place vide pour que l'émission puisse avoir lieu, si ça vous va.
Donc voilà, dans l'ordre, on va avoir une dizaine de pitchs qui vont durer 2 minutes. Au bout d'1 minute 30, on lèvera le bras. Il restera 5 secondes, on commencera à croiser les bras. Ça veut dire qu'il faudra, c'est le temps de la conclusion. Et on va essayer de respecter ce rythme-là. Sinon après, derrière, on va aller trop dans le temps. Donc vous avez 2 minutes pour convaincre. Voilà, merci à vous. Et donc, place au pitch de 2 minutes. Et ça va commencer avec les cohabitants. Et ensuite, on va enchaîner, vous présenterez l'initiative d'après en mettant la slide juste à droite. Donc la petite zapette, s'il y a un problème, vous nous appelez à la rescousse. Le micro, c'est à vous. Bonjour à tous. Vous êtes probablement comme moi, un habitant entouré de voisins à qui au mieux vous dites bonjour tous les jours. Certaines personnes ont envie d'aller plus loin dans le partage et ont pensé que la mutualisation d'espaces, de biens ou de services pourrait améliorer leur quotidien. C'est le cas des habitants de la Boîte Noire à Nantes. Ils ont créé ensemble leur lieu de vie sur lequel ils partagent un jardin, une buanderie, un studio pour leurs amis, mais encore bien d'autres choses. Mais pour arriver à cette façon innovante de vivre ensemble, chacun chez soi, cette belle initiative a eu besoin d'aide. Les cohabitants étaient là pour les accompagner. C'est une structure pluridisciplinaire qui aujourd'hui emploie un salarié chargé de projet, ayant vocation à faciliter la démarche d'habitat participatif. Sûr de pouvoir compter sur de nombreux partenaires tels que Altra Architectes pour la programmation et la faisabilité des projets, Home Sweet Home pour la facilitation au vivre ensemble et les BE environnementaux, ou encore à l'association HEN 44 lorsqu'il s'agit d'éco-construction. Mais l'acteur principal du projet de conception-réalisation est toujours l'habitant. Aujourd'hui, fort de son expérience et de son ancrage sur le territoire nantais, l'éco-habitant souhaite renforcer sa collaboration avec les collectivités locales et se réjouit de la dynamique de Nantes Métropole qui a récemment fait un appel à initiative sur 10 sites nantais. Nous avons bon espoir que cette nouvelle façon d'accéder au logement soit envisageable pour tous et nous prenons soin de toutes les initiatives en cours. Je m'appelle Pénélope. Si vous avez, vous, envie de croire dans cette belle dynamique, échangeons dès aujourd'hui pour faire et vivre ensemble la ville autrement. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle journée. Je laisse donc la place à la tricyclerie. Bonjour, donc, je m'appelle Colline et je suis à l'initiative de la tricyclerie. Et j'ai une première question à vous poser, c'est est-ce que vous savez à peu près la part des épluchures que les épluchures représentent dans vos poubelles chez vous, en moyenne? Oui? J'entends pas. Alors là, on dit 30% et 90 kilos par jour, par semaine, par an. Dans ce qu'on retrouve, c'est environ un tiers de nos poubelles. Et en ce qui concerne les restaurants, ce sera plutôt la moitié des poubelles. Donc en fait, je suis partie de ce constat-là et le constat aussi personnel que l'idée de composter chez soi est possible, mais c'est encore à l'état de, je dirais, embryonnaire dans nos villes. Et du coup, voilà, moi la solution que j'avais, c'était d'emmener mes épluchures chez mes parents qui habitent à la campagne. Et du coup, c'était pas forcément le plus pratique. Donc l'idée est partie d'offrir cette solution auprès des professionnels, donc c'est-à-dire les restaurants et les bureaux, et de commencer une expérimentation. Donc, et de faire le tout à vélo, d'où le nom de la tricyclerie. Donc on a une petite illustration qui explique le principe. Tout simplement, c'est parti donc d'un projet qu'on a mené sur l'île de Nantes. On était 2 et puis on est passé à une dizaine de personnes bénévoles à collecter et à avoir un réseau de 9-10 restaurants où on passe collecter et puis après on installe des systèmes de compostage ou de pré-compostage et en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Compost In Situ et qui est aussi du réseau de l'économie sociale et solidaire ici à Nantes.
Et donc, l'idée après est de faire du compostage en zone périurbaine. Donc tout ça, derrière, ça a l'ambition. Donc là, on peut voir notre petit premier réseau d'action, avec l'ambition de développer ça sur d'autres quartiers, notamment de commencer vers le centre-ville aussi. Parce qu'on facilite la logistique urbaine en étant à vélo, en étant vraiment sur la question du dernier kilomètre, chose qui n'est pas vraiment simple sur la question de gestion des déchets. Donc voilà. Dernière photo. Parce que nous avons... Merde. Notre nouveau matériel. Voilà. À la petite ferme urbaine. Hop. Je vais en avoir besoin à la fin pour la prochaine structure. Je peux y aller ? Donc bonjour à tous. Moi, mon prénom, c'est Abdel. Mon travail aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement de récupérer de la matière organique là où elle se trouve pour alimenter notre élevage de vers de terre. Aujourd'hui, on produit des vers de terre qui partent ensuite pour alimenter en fait des systèmes qu'on équipe auprès des particuliers, des entreprises et des différentes écoles sur l'agglomération nantaise. Notre savoir-faire, demain, nous voudrions en fait le mettre à profit des habitants du quartier de Bellevue à Saint-Herblain, avec notamment le bailleur social Atlantique Habitation. Et ce nouveau projet en fait va prendre forme et va prendre vie à travers une mini-ferme urbaine qu'on va installer en fait sur 3000 m² en plein dans le quartier de Bellevue. Alors le bailleur Atlantique Habitation nous a mis cet espace à disposition et il va en fait se composer par plusieurs modules. Les premiers modules vont être tout simplement en fait des containers qu'on va installer sur le quartier. Ces 2 containers vont accueillir en fait une culture de champignons qui sera faite sur du marc de café qu'on récupère aujourd'hui dans les cafés de l'agglomération nantaise. On pourrait très bien, par exemple, travailler avec la recyclerie pour cette récupération de marc de café afin de cultiver nos champignons dans nos containers. On aura un 3e container qui va être installé. Ce container va être en fait une boutique de vente en vrac alimentaire, ce qui nous permettra d'apporter une alimentation saine, de proximité et surtout à des prix accessibles pour tous les habitants du quartier de Bellevue. Vraiment, il faut imaginer que ce projet de ferme urbaine va complètement s'articuler autour de la matière organique qui est présente sur place, c'est-à-dire les déchets des habitants. Et tout ce qu'on aura besoin d'utiliser dans cette ferme proviendra du quartier de Bellevue. Notamment, on va installer une serre qui nous permettra de mettre en pratique une culture en aquaponie. Cette culture en aquaponie sera alimentée, en fait, les poissons, pour ceux qui connaissent ce que c'est que l'aquaponie, les poissons seront alimentés en fait, avec les vers de terre que nous allons produire sur place, avec les déchets des habitants qu'on aura invités à venir nous apporter cette matière. Et concrètement, en l'échange de cette matière organique, nous, on voudrait créer en fait une espèce de consigne pour la matière organique. En conclusion, l'objectif voilà, de cette petite ferme urbaine, c'est vraiment de créer quelque chose où on va redonner une valeur à la matière organique en faisant comprendre aux gens que cette matière, aujourd'hui, elle est considérée comme un déchet. En réalité, c'est une matière première. Nous, ça l'est déjà depuis 5 ans pour nous et on voudrait faire en sorte que demain, dans le quartier de Bellevue, toute la matière organique possible à récupérer, ce soit une matière première pour la restituer et créer de la richesse dans ce quartier. Voilà, je vous remercie tous. Donc, je fais appel à l'association Shopopop. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Yoann, je fais partie des cofondateurs de Shopopop. Donc Shopopop, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un service de livraison collaboratif, de la livraison entre particuliers. En fait, on permet à des personnes qui ont effectué un achat sur Internet ou auprès d'un commerce physique de se faire livrer à domicile le jour qu'ils souhaitent et à l'heure qu'ils souhaitent. Et la particularité, c'est que cette livraison va être effectuée par une personne comme vous et moi qui profite d'un trajet quotidien ou bien occasionnel, récupère le produit, le livre à domicile et qui, pour ce service rendu, va gagner un petit peu d'argent. Donc on s'appuie sur la dynamique qu'on peut connaître avec Blablacar ou encore Airbnb ou encore Drivey. Donc aujourd'hui, notre ancrage territorial, c'est effectivement d'apporter des solutions sur notamment, comme on l'expliquait, la logistique du dernier kilomètre et comment est-ce qu'on peut livrer et desservir dans une ville en s'appuyant sur les flux existants. Donc on favorise ce développement de la logistique intelligente pour également dynamiser du coup le commerce de ville et le commerce de périphérie.
Aujourd'hui, donc, la ville d'usage, nos utilisateurs et les utilisateurs demain sont des gens qui sont connectés, qui sont présents dans les villes, qui sont équipés de smartphones, de tablettes, qui sont présents sur les réseaux sociaux, mais également du coup des étudiants qui sont à même de porter des solutions, qui sont à même de s'inscrire sur notre service, ou encore des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite qui peuvent être demandeurs de livraison parce qu'ils n'ont plus la possibilité ou le temps de se déplacer pour aller faire des achats en ville ou à l'extérieur. Nos outils, donc on a développé cette entreprise et cette solution à travers des outils numériques, donc un site internet et également une application smartphone. Donc si demain vous voulez faire des livraisons sur vos trajets et participer finalement à ce développement, vous pouvez télécharger l'application, voir les livraisons autour de vous et les sélectionner pour ensuite rendre service à un voisin. Donc c'est disponible. Quelques chiffres sur Nantes. Donc, on a lancé cette opération au mois d'avril dernier. Donc, aujourd'hui, on compte plus de 50 commerces partenaires sur la ville de Nantes, une communauté de plus de 300 shoppers et 6 mois d'expérimentation qui nous ont permis aujourd'hui d'assumer 249 livraisons et également d'ouvrir le service sur les communes de Rennes et d'Angers. Donc, on espère continuer justement cet essor et cette croissance sur d'autres villes en France et continuer à partager la vision du collaboratif. Merci. Et donc, je vais passer la parole à Enerpro. Bonjour. Donc, 400 millions de tonnes de déchets organiques qui sont générés doivent être traités chaque année en France. Donc, on a vu que les solutions existent pour les traiter en local. Moi, je vais vous en présenter une autre qui permet d'exploiter également la richesse énergétique de ces déchets. Donc ça, c'est possible grâce à un procédé naturel avec des bactéries qui permet de produire du biogaz, qui est une énergie renouvelable locale, stockable, et qui peut être valorisée de différentes manières, soit en cuisson, électricité, chaleur ou encore en carburant. Donc, nous avons développé des solutions simples et robustes pour vraiment traiter les déchets sur leur site de production avec des coûts de maintenance et d'exploitation réduits. Alors, les applications sont à différents niveaux. Donc, pour les effluents d'élevage, on traite les lisiers fumiers produits par les exploitations agricoles sans intrants extérieurs, ce qui permet d'apporter des revenus complémentaires aux éleveurs et en plus de réduire les odeurs des effluents. Nous avons également des applications pour tout ce qui est biodéchets et eaux usées produits par l'activité humaine. Donc au niveau de l'habitat individuel, on peut proposer des digesteurs domestiques qui permettent de transformer ces déchets en biogaz. On le propose également à l'échelle urbaine, au niveau d'un quartier, d'un immeuble. Donc ça permet également de traiter les déchets de la restauration tout en réduisant les coûts de traitement et supprimer les poubelles et les odeurs. Voilà, on en est. On a réalisé plusieurs installations sur différents types de déchets organiques, du lisier, du lactosérum, des digesteurs domestiques, du fumier. Et on est en cours on développe des solutions également pour la restauration et l'habitat. Voilà, je vous remercie et je suis à disposition si vous voulez plus de précision. Et donc je laisse la place à Atmotrack. Bonjour à tous. Alors, les écrans sont là. Sur Climate Choice, on vous parle beaucoup de réduction des gaz à effet de serre, du CO, du CO2. Nous, ce qu'on vous propose, c'est simplement de le mesurer vous-même. On est parti du constat que la pollution, ça touche tout le monde, on respire tous. C'est un impact sur la santé, mais aussi un impact sur l'économie. Et on a vu ensuite assez rapidement qu'en fait, la qualité de l'air, c'était un sujet qui était extrêmement complexe. C'est souvent resté dans les labos parce que justement, c'est très complexe. Et on a travaillé en fait sur le fait de rendre cette qualité de l'air plus accessible à tout le monde et plus facile à comprendre. Donc voilà, Atmotrack. Atmotrack, c'est le premier réseau de capteurs mobiles et fixes qui permet de mesurer la qualité de l'air et la pollution rue par rue et en temps réel. C'est quelque chose qu'on a développé à la fois sur des parties de capteurs, mais aussi sur des applications. Donc comment rendre la donnée simple? On travaille, notre métier, c'est justement de rendre la donnée compliquée accessible au plus grand nombre. Donc on a des applications, on a des tableaux de bord pour les collectivités qui souhaiteraient comprendre la pollution à l'échelle du territoire. Nos capteurs sont déployés aujourd'hui, donc on a une solution qui est fonctionnelle, c'est plus un projet.
On a des capteurs aussi qui sont beaucoup plus petits, qui peuvent être portés par des citoyens. Et justement, la proposition Un Climate Chance, c'est de dire n'importe qui est aujourd'hui intéressé par la qualité de l'air, discutez avec nous, rejoignez-nous. Et on peut vous apporter la solution de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous respirez au jour le jour? On a les capteurs pour faire ça. Et donc Climate Change, c'est aussi l'occasion de réunir différents acteurs. Aujourd'hui, on travaille déjà avec certaines collectivités. On travaille avec les laboratoires, le médical, pour être sûr de ne pas dire de bêtises sur vos données médicales et sur vos données de santé. Et pouvoir dire, voilà, savoir la pollution, c'est une bonne chose, mais savoir quelles actions faire en fonction de la pollution, c'est encore mieux. Donc comment mieux vivre dans un environnement pollué? Le but, c'est pas de vous dire de partir à la campagne, de vous dire, voilà, en ville, comment je fais pour élever mes enfants sereinement. Et donc, on travaille aussi avec les hôpitaux pour avancer sur ce sujet. Donc, voilà, venez discuter avec nous, on est très inclusif et on sera ravis de vous partager cette donnée, vous partager notre savoir-faire et d'avancer ensemble sur cette problématique. Merci. Donc, je vais demander Green Soldier. Merci. Bonjour à tous, alors je m'appelle Franck Bourgeois et je représente l'entreprise Green Soldier. Alors je suis un éleveur d'insectes, mais avant de vous expliquer ce métier, je vais tenter de vous expliquer mon calcul relativement simple. Insectes plus biodéchets est égal à bon sens. Alors qu'est-ce que le bon sens pour moi? Enfin pour nous, qui représentent mon entreprise, c'est un peu le biomimétisme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le biomimétisme? C'est un peu l'art de s'inspirer de la nature pour créer l'entreprise de demain, l'économie de demain. Alors nous, en l'occurrence, on va s'inspirer d'une technologie issue d'une recherche-développement vieille de plus de 200 millions d'années. Et cette technologie, c'est la mouche soldat noir, qui est capable de valoriser du déchet naturellement depuis 200 millions d'années. Alors nous, on va tenter de répondre à deux problématiques majeures et actuelles grâce à cette recherche-développement, grâce à cet insecte, qui sont la surproduction de déchets organiques à l'échelle nationale, qui est 18 millions de tonnes à peu près par an, et la raréfaction des ressources alimentaires à l'échelle mondiale. Donc d'ici 2050, à peu près 110 milliards d'animaux d'élevage à nourrir. Autant vous dire que c'est demain. Donc grâce à cette mouche, on va pouvoir valoriser du déchet, donc pouvoir produire du fertilisant naturellement, avec un retour au sol sécurisé. Mais on va en plus pouvoir extraire de ces insectes des protéines pour l'alimentation animale, des huiles organiques pour l'alimentation animale, mais aussi pour les biocarburants. Et on va enfin pouvoir extraire aussi de cette cuticule, donc la peau des larves ou de la mouche, un biopolymère qui sert dans la chimie verte. Donc on a plein d'applications possibles avec ces produits. Et le but de cette entreprise, c'est de prendre du déchet, de le valoriser et de ne pas en faire in fine. Donc pour aller au bout de ce projet, je vous invite à aller sur la plateforme We Do Good pour nous soutenir en investissement participatif. Et je crois que We Do Good est aussi partenaire de Climate Change et du Lab Initiative Nantes. Donc voilà, je vous invite à y aller pour nous soutenir sur le projet. Merci. Et je vous présente maintenant le suivant, Braze Phoenix, peut-être un futur partenaire. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous citer deux chiffres qui sont pas un peu sombres. Il faut savoir qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année. Et pour faire le lien avec Climate Change, il faut savoir que si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre du monde, derrière la Chine et les États-Unis. C'est en partant de ce constat-là que Phoenix a été créé il y a 2 ans. L'idée, c'est de faire une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage, qu'il soit alimentaire ou non. Concrètement, on travaille avec les grandes surfaces, avec les grossistes, avec l'industrie agroalimentaire pour identifier leurs gisements d'invendus et voir comment on peut les valoriser. D'abord en se tournant vers les associations caritatives que vous connaissez tous, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, et ensuite en allant vers de la valorisation animale. À Nantes, notre première initiative a consisté à aller voir des commerçants de proximité pour leur demander ce qu'ils faisaient de leurs invendus. Et il s'avère qu'ils les jetaient à la poubelle parce qu'ils n'avaient pas de solution et que les grosses associations ne passaient pas. Et en fait, on a mis en place avec Green Course, qui est un partenaire un coursier à vélo, on a mis en place une collecte tous les 2 jours où on a livré des associations très locales que sont les Petites Sœurs des Pauvres et SOS Femmes. Il faut savoir que tous les mois, c'est une petite brique, mais ça représente 1 tonne ou alors 1300 repas de produits qui sont pas jetés à la poubelle.
Voilà, aujourd'hui, parce que le gaspillage ne s'arrête pas là, on travaille aussi maintenant sur la restauration collective, sur l'événementiel, et avec les grandes surfaces aussi, pour essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire. Non, c'est tout. Simplement, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir me voir. Je suis Franck de Phoenix. Samuel, tu me dis quand c'est bon. Bonjour à tous. Donc moi, je suis là pour vous parler d'e-Link et de la maîtrise d'usage. Je m'appelle Antoine Well, je suis le coordinateur d'e-Link Association. Et ça fait 4 ans qu'on se pose la question de qu'est-ce qui fait la ville, qu'est-ce qui permet des interactions, des croisements. Et au bout de 4 ans, on s'est rendu compte que, même bien avant 4 ans, mais dès le départ, on croyait en ça, c'est qu'effectivement, c'était l'usage. L'usage, c'est ce qui permet la rencontre entre une action individuelle et quelque chose qui existe autour. Et l'usage, en gros, quand on le fait rentrer dans un projet immobilier, par exemple, ça permet d'éviter ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a du design, et de l'autre côté, il y a ce qui se passe réellement. Et l'objectif, c'est d'arriver plutôt à ça, où dès le départ, on imagine des petites solutions qui sont intéressantes. En gros, toute cette réflexion, ça nous a amené à rencontrer énormément d'acteurs. Et quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous ces acteurs, aujourd'hui, ils participent à l'association au travers de réflexions, au travers de chantiers, au travers d'actions. Ça représente plus de 150 personnes et ça nous amène en fait à travailler sur un quartier qui est situé juste devant l'éléphant, qui s'appelle l'écoquartier de la Prairie au Duc. Dans le cadre de du développement de ce quartier, on se pose beaucoup de questions sur quels sont les espaces, les services qui peuvent permettre à une vie de quartier de se développer et à l'immobilier d'être bien pensé. En gros, ça nous a amené à expérimenter des espaces de coworking. Juste à côté, là, aux Olivettes, on a 3 espaces qui s'appellent la terrasse, le petit salon et le patio. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais demain soir, on organise une petite soirée et je pense que vous pourriez venir, ça devrait être chouette. Il y aura des trucs assez sympas à découvrir. Plus sérieusement, la deuxième chose qu'on a faite dernièrement, c'est surtout travailler sur la conciergerie, qui est notre labo de quartier, qui est vraiment l'endroit à partir duquel on va construire ce futur écoquartier. La conciergerie, d'abord, c'est quelque chose qui est beau, il faut le dire. C'est très important. La deuxième chose, c'est plein de choses. C'est à la fois un patio où on peut faire des apéros, c'est à la fois un terrain de pétanque, c'est à la fois des bancs, c'est à la fois une loge, c'est à la fois un atelier. Et d'ailleurs, toute la scénographie de Climate Change a été réalisée dans cet atelier. Et je félicite le studio 4A et le collectif Phil pour le super boulot qu'ils ont fait. Et pour conclure, puisque je vois Samuel qui me pousse, hop là, je reprendrai cette petite phrase d'André Gorz qui est que tu fais le monde autant qu'il te fait. Et dans l'association, on est convaincu que plus tu vas amener de bonté et de beauté à une ville, plus elle va te le rendre après en retour. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour. Non, mais ça fait plusieurs jours que je me dis comment je vais introduire. Et en fait, j'ai trouvé lundi, grâce à France 3, qui faisait un petit reportage sur Climate Change et qui a donné un exemple concret tout de suite derrière d'action citoyenne. Et ils nous ont demandé de venir présenter nos fameuses petites boîtes utiles qui sont donc des boîtes à dons exposées sur l'espace public. Et là, j'ai mon intro. En fait, on est là parce que tout simplement, on est un des acteurs, on est très très nombreux, à agir de façon concrète sur le climat, à travers, pour nous, l'économie du partage. Voilà. Donc nous, ENCO, c'est plein de projets plutôt innovants. On aime bien oser, des trucs qui n'existent pas, pour voir comment ça marche. Alors, il y a les boîtes utiles qui maintenant sont connues. On a monté un dressing partagé professionnel avec des jeunes en situation d'insertion professionnelle pour éviter qu'ils n'aient à acheter leur tenue systématiquement. Là, on a un gros projet d'une chose qui s'appelle la boutique du partage où on aimerait que les gens puissent être sensibilisés, utiliser l'emprunt plutôt que l'achat systématique et l'échange de compétences et de connaissances. Tout ça sous un même lieu physique
Voilà. Donc la spécificité de Nouenco dans le vaste champ de l'économie collaborative dont on a entendu parler, ou économie du partage, c'est qu'on a fait le choix, de faire des actions pour tous, partout, mais que sur Nantes Métropole. Alors quand je dis partout, ça peut être en entreprise, en collectivité, sur l'espace public, en association. Et deuxième spécificité, sur des projets plutôt physiques, collectifs et participatifs. Donc bien sûr, on utilise le web quand même, mais on a cette spécificité d'animer des projets physiques. Voilà. Pas évident, mais vous en êtes super bien sortis. C'est super, on a tout ça dans la boîte, donc on pourra le récupérer. Bravo en tout cas, ça foisonne, ça bouillonne. On va maintenant s'attacher, prendre peut-être un peu plus de temps. On parle de 5 minutes, mais en fait au total, les actions qui sont là pour se présenter ont 10 minutes au total, questions-réponses incluses. L'idée, c'est qu'ils nous fassent comprendre les tenants et les aboutissants des projets dits multi-acteurs, sachant que tout le monde est multi-acteur, mais des projets peut-être plus structurants ou plus avancés dans le développement, et qui donneront lieu ensuite à 1 heure d'atelier créatif. Donc en conclusion de chaque présentation qui va venir maintenant, ils vont nous proposer des problématiques sur lesquelles travailler pour vous donner envie d'aller sur l'un ou l'autre. Donc l'idée, c'est que chacun se positionne sur un des trois projets. Vous verrez, ils sont intéressants, j'espère. Et ensuite, on accueillera Johanna Roland avant d'ensuite faire des ateliers de créativité autour des problématiques de ces 3 projets. Le premier des 3 s'appelle Do You Cause Commune avec un point d'interrogation. C'est hyper important, vous comprendrez pourquoi. Et donc là-dessus, j'appelle donc les représentants de Do You Cause Commune, notamment, je crois, Gaëtan. Et tu vas présenter ton interlocuteur. Alors je viens avec 2 personnes, parce que c'est une assemblée un peu inquiétante, donc je viens avec Pascal Fradet, Usenet. Mathieu, je te laisse la petite zapette. Et puis Marie Grézeau de l'entreprise Enedis. Alors, évidemment, on parle beaucoup de villes en transition, ça sert franchement à rien d'en reparler, puisqu'on a eu la Digital Week qui nous a bien expliqué qu'il y avait de la transition numérique en cours, on a Climate Change qui nous explique qu'il y a une transition climatique. Et puis finalement, dans ces 2 événements, on parle en permanence d'une transition au moins aussi importante, qui est la transition organisationnelle. C'est-à-dire que ces éléments-là nous amènent à changer fondamentalement nos modes d'organisation, nos façons de faire et nos enjeux. Dans cette démarche-là, il y a un peu plus d'1 an maintenant, un groupe est né qui s'appelle Do You Cause Commune avec un point d'interrogation. C'est-à-dire ce n'est pas un point d'exclamation au sens où on sait comment faire cause commune, mais c'est bien une interrogation qu'on pose de comment on arrive à faire cause commune pour pouvoir avancer sur les territoires. Alors ce groupe Do You Cause Commune, il était composé d'une entreprise qui s'appelle Enedis et puis de 6 startups qui vivent au EP, Green Place to Be, Cos Energy, Emergency, et qui ont travaillé en se disant, finalement, on a tendance à être technocentré. Quand on parle de nous, on parle de notre technologie. Mais grosso modo, les gens, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut peut-être qu'on redémarre et qu'on se pose la question de qui sont les gens avec qui on va faire cette transition énergétique et c'est quoi nos indicateurs communs, c'est quoi nos enjeux à tous en fait. Et donc on les a posés sur une grande bâche, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas simple de mutualiser parce que chacun avait un langage, des formes de représentation différentes. Et puis en même temps, on a animé une démarche qui s'appelle R38, qui était un living lab populaire et décalé depuis 4 ans, où on se disait il faut arrêter d'être dans les formes d'élitisme de la classe créative et qui réfléchit, mais intégrer 90% de la population qui est bien sûr étroitement concernée par ces éléments de la transition. Donc on a essayé de prototyper avec des habitants, donc toujours dans la perspective de l'usage. Aujourd'hui, on vient vous présenter un élément qui est un nouveau terrain de jeu. C'est-à-dire un nouveau Living Lab va pouvoir s'ouvrir sur la caserne Mélinette, en plein cœur de Nantes. Là, on a un terrain de jeu avec un territoire qui va voir émerger 1750 logements, de l'espace public, des bureaux. Donc toute une vie qui va grandir à cet endroit-là. Et on se pose la question de la façon dont un Living Lab peut accompagner des acteurs de territoire. Alors 3 objectifs dans l'atelier qu'on va animer et dans le projet. Un objectif qui est un banc d'essai technique et technologique centré sur les questions d'usage. Donc je donnerai la parole à Pascal pour savoir, pour une entreprise, à quoi ça sert un banc d'essai technique et technologique. Un deuxième enjeu qui est la médiation, à quoi ça sert?
ça sert à la culture scientifique et technique, ça sert à la responsabilité professionnelle et sociétale et citoyenne, et puis ça sert aussi à la formation professionnelle et citoyenne. Et puis le troisième élément, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un Living Lab? C'est quoi le service qu'on attend d'un Living Lab et il est garant de quoi dans cette histoire? Alors Pascal, donc entreprise sérieuse, la question c'est à quoi ça sert un banc d'essai technique et technologique, puisque vous avez la réponse, a priori vous savez faire, donc pourquoi avoir besoin d'expérimenter en situation réelle? C'est la circonstance d'un Living Lab. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est une chose que de produire de la donnée, c'est une autre chose que travailler sur la valeur d'usage. Ce qui va être important demain, c'est de passer du service pour tous au service à chacun. Et l'idée, c'est qu'en fait, on aura beau faire les plus belles technos du monde, si elles ne sont pas appropriées par le plus grand nombre, on a échoué. Donc l'idée, c'est tout ce qui est compteur, capteur et divers instruments de monitoring urbain, de les mettre en exergue pour aller parler, je dirais, au consommateur final dans les foyers et en quoi ça contribue à l'aider à maîtriser ses charges, par exemple, des choses très très concrètes et très palpables par l'ensemble des individus concernés. Ça peut être aussi bien les services de la ville que la métropole et autres. Alors dans la dimension banc d'essai technique et technologique, en fait, il y a une question des professionnels entre eux. Parce que ce n'est pas simple de coopérer entre entreprises, entre secteur privé et secteur public. Là, il y a des éléments de culture qu'il va falloir travailler pour que ces opérateurs arrivent à travailler ensemble. Mais aussi des garanties de concurrence ou de les contenus qui sont travaillés dans un banc d'essai appartiennent à qui? Et c'est des questions qui sont franchement pas simples à bosser. Donc il y a la question usage et usager d'un côté, mais la question des professionnels, elle n'est pas, du rapport public et privé, n'est pas simple du tout non plus à manager. Donc un Living Lab, c'est l'endroit où on a le droit de se planter. En fait, il n'y a pas obligation de réussite à tous les coups. On a le droit d'essayer, de recommencer pour pouvoir corriger les éléments. Donc ça, c'est la fonction d'un banc d'essai technique et technologique. Et puis maintenant, un dispositif de médiation. Alors, je vais poser la question à Marie Grézeau de chez Enedis. Bon, entreprise connue, reconnue, anciennement ERDF. La médiation, c'est quoi? C'est juste un plus? Ça sert à faire du décor? Quelle est la fonction réelle de la médiation, en fait? En effet, Enedis, c'est le gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. C'est une grande entreprise, 38 000 salariés. Mais moi, j'ai envie de vous raconter une autre histoire. L'entreprise est en perpétuelle mutation au cœur de la transition énergétique et de la transition numérique. Mais derrière toutes ces technologies et ces données, il y a des salariés. Des hommes qui travaillent tous les jours au développement de solutions techniques innovantes pour répondre aux enjeux de demain et de la transition énergétique et faciliter l'intégration des énergies renouvelables notamment. Je vous parle de mobilité électrique, technologie, data, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le service rendu aux citoyens. La ville intelligente existe, mais nous préférons le spectre de la ville des intelligences, au travers de modes de vie intelligents. C'est pourquoi nous nous sommes associés aux acteurs du territoire pour réfléchir collectivement et concrétiser nos réflexions au travers d'un showroom. Voilà l'essence de Do You Cause Commune. C'est un lien entre l'expérimentation technologique et la médiation citoyenne. Nous sommes associés aux Bados Associés pour travailler sur la pédagogie et la scénarisation des technologies, pour notamment parler Linky et des opportunités pour les acteurs du territoire. La transition énergétique, pour nous, c'est acculturer les citoyens à la technologie, mais c'est aussi former nos salariés à la médiation citoyenne. Pour nous, l'innovation, c'est vraiment un terrain de jeu où le collectif prend tout son sens. Merci Marie. Pour conclure et lancer et engager l'atelier qu'on va faire, un élément que moi j'aime bien utiliser, on ne va pas partir de jolies idées, on va commencer avec les pieds dans la merde. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait problème? Parce que des fois, les concepts des nouveautés sont intéressantes, mais sont des façons de fuir le réel auquel on est confronté au quotidien. Donc l'idée, c'est bien de le mettre au centre. C'est bien de mettre la vie quotidienne au centre, pas simplement postuler un avenir pour demain très lointain, mais bien partir d'aujourd'hui pour construire vers demain. Donc la troisième brique qu'on va travailler, c'est la question de ce qu'on attend d'un Living Lab. Quel service? Quel garant? Il est garant en quoi? Et puis un troisième élément, qui est un élément d'échange, notamment entre les trois groupes collectifs, c'est quelle est la correspondance entre les différents labs qui sont en train d'arriver sur l'agglomération nantaise? C'est quoi les synergies? Les synergies pour nous, en termes d'échange de moyens, en termes d'échange de compétences, mais aussi pour offrir à des services publics ou à des entreprises des parcours
les plus adaptés possibles à leurs besoins d'évolution et d'innovation. Merci à vous. Merci Gaëtan. Je vais te titiller volontairement parce que je sais que tu sauras y répondre. Mais comment ne pas faire d'un Living Lab, d'un laboratoire avec des souris et des rongeurs qui tournent dans une cage au service de deux entreprises? Alors, c'est vrai qu'on a une caractéristique en tant que LBA, les Badauds associés. Pour ceux qui connaissent R38, on a dans notre équipe salariée 70% des gens qui sont dans des parcours insertion socio-professionnelle. Donc, à l'intérieur même de notre équipe, nous explorons ces sujets. Donc, ce n'est pas juste des usagers lambda qu'on met en situation souris de laboratoire, c'est nous-mêmes, on se met en situation de... Moi, le premier, je suis un âne batté de la technologie, et à la limite, ça ne m'intéresse même pas de le comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est moi, ça me rapporte quoi? Ça me sert à quoi, ce truc-là? Donc, le positionnement de rat de laboratoire, nous, on l'a théorisé sous forme d'explorateur. On est des explorateurs de cette notion-là. Deuxième chose, c'est qu'on a créé des outils qui sont un centre de loisirs, qui sont des groupes de travail avec des habitants, mais qui sont là aussi en position d'explorateurs critiques. Ils ne sont pas là simplement pour dire oui ou non, ils sont bien là pour être dans un rapport critique. L'idée de la médiation, ce n'est pas juste faciliter simplement l'acceptation, c'est bien donner les moyens de poser une critique construite. Donc qui permettent d'avoir un rapport de force équilibré entre des tenants de public, on va dire, des décideurs publics, des entreprises et des citoyens. Merci. Alors du coup, ce Living Lab, est-ce qu'il est seulement dédié au domaine de l'énergie, les smart grids et autres, ou est-ce que c'est un Living Lab de la ville en règle générale? Alors, ça c'est une bonne question parce que R38 avait tiré très large. On s'est noyé. Le nombre de sujets, le principe de la poupée russe de ces systèmes-là est très complexe. Donc c'est vrai qu'on va se centrer, pas simplement sur les questions énergie, on va se centrer sur les questions d'environnement connecté. Donc qui touchent à l'énergie, mais on va se centrer sur la question des environnements connectés, plus spécifiquement du côté du banc d'essai. Mais du côté médiation et dans les autres, on va beaucoup travailler sur les questions de concertation urbaine, donc le bâti. Il y a la question de la ville en général qui va être abordée. Et d'ailleurs, vous avez vu des images tout à l'heure. Dans l'idée de la médiation, c'est qu'on voudrait faire une fête foraine. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Bruno Latour, qui est un sociologue, qui parle du Parlement des choses, qui dit qu'il faut faire dialoguer les objets intelligents pour qu'on puisse le critiquer eux-mêmes. Donc, il va y avoir ce travail aussi autour des imaginaires, qui n'est pas que l'énergie au bout du compte, qui est cette question de l'homme augmenté, de la ville augmentée, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc là, on est quasiment sur des sujets dans une entrée philosophique. Merci à vous. Et le 1, 2, le collectif du BATLAB micro à droite. Vous avez une dizaine de minutes qui vous sont 10 minutes pour vous. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au BATLAB, le laboratoire des alternatives dans la construction. Aujourd'hui, c'est moi Anaïs qui serai votre guide dans la visite imaginée du lieu. Alors c'est parti et suivez-moi. Nous entrons par un sas vitré réalisé avec d'anciennes fenêtres récupérées et assemblées entre elles, car le bâtiment est aussi une démonstration de ce que nous y faisons, comme par exemple du réemploi de matériaux de construction. Le seuil franchi, nous voici maintenant dans la grande halle, qui est l'espace de démonstration et d'expérimentation. Ici, des chantiers de construction grandeur nature s'y déroulent. On y monte des structures en bois ou bien des murs en bottes de paille de 3 mètres de haut
qui servent de support pour les stages d'enduit animés par les professionnels du BATLAB. Et maintenant, dirigeons-nous vers le centre de ressources, qui est bien plus qu'une bibliothèque et que va nous présenter Henri. Bonjour tout le monde et bienvenue. Le partage de connaissances est très important pour nous. Et dans ce lieu, vous pouvez accéder à des renseignements sur l'habitat, la construction écologique, le réemploi de matériaux et toutes les thématiques qui nous intéressent. Nous avons des informations vulgarisées à destination du grand public, tout autant que des documentations techniques poussées à destination des professionnels. Nous avons des maquettes à taille réelle qui permettent de comprendre la mise en œuvre de la construction écologique notamment. Nous avons également un annuaire des acteurs qui recense toutes les personnes présentes sur le lieu, mais aussi toutes les structures qui partagent nos valeurs. Et vous pouvez ainsi trouver le bon interlocuteur pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Henri. Continuons la visite et allons maintenant visiter les ateliers de fabrication. Alors d'un côté, il y a l'atelier mutualisé pour les professionnels artisans et de l'autre côté, l'atelier ouvert au public. Et aujourd'hui, c'est Ronan qui l'anime et qui va nous expliquer son fonctionnement. Bonjour à tous. Ici au BATLAB, laboratoire des alternatives dans la construction, tous les publics peuvent utiliser les machines de l'atelier ou emprunter du matériel portatif. Pour cela, nous les formons à leur utilisation en toute sécurité. Ainsi, nos adhérents prennent confiance en eux et deviennent autonomes dans leur travail, ainsi que pour la recherche d'emploi. Nous faisons aussi de l'accompagnement de projets de construction. Le but est d'aider de franchir le pas, de passer de l'idée à la réalisation. Vous pouvez voir qu'ici, mes 25 années d'expérience professionnelle dans la construction bois sont utiles pour le bien de tous. En vérité, c'est bien cela que j'aime faire. Encadrer avec bienveillance des ateliers collaboratifs, transmettre des savoir-faire, partager les compétences. D'ailleurs, prochainement, ici aura lieu un atelier appelé « Élaboration, construction, matériaux de réemploi » sur lequel vous êtes bien sûr invités. Je vous y attends avec impatience. Merci. Merci Ronan. Passons maintenant de l'autre côté du bâtiment et dirigeons-nous vers les espaces de travail partagés. Alors, derrière toutes ces portes toutes différentes, des portes de récupération bien sûr, nous avons des bureaux individuels et des bureaux partagés, ainsi que des salles de réunion, car nous savons que le travail collaboratif favorise l'émergence de nouveaux projets. Et maintenant, pour finir la visite, je vous invite au Café du BATLAB. Ici, dans ce lieu convivial, s'échangent des conseils techniques, des idées géniales, des cartes de visite. Donc vous pouvez vous altérer ou bien essayer le mobilier original qui a été dessiné par des étudiants en design et fabriqué par les membres du BATLAB lors de workshops de la crémaillère. Fort sympathique. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que la visite vous a plu et à bientôt au BATLAB. Alors, ce que vous venez de voir, c'est un lieu imaginé. C'est une belle idée, comme pour reprendre l'expression de certains ici. Et ce lieu-là, en fait, part de plusieurs constats. Le premier, c'est que le monde de la construction, c'est un monde multi-acteurs. Il y a celui qui dessine, celui qui conçoit, celui qui paye, celui qui habite et celui qui démolit. Juste un chiffre, aujourd'hui, il y a autant de particuliers qui posent de placo que de professionnels. Qui, aujourd'hui, sont les professionnels de la construction? Nous, au BATLAB, avons à cœur de faire communiquer toutes ces stratifications de la construction et d'échanger sur ces thématiques-là. Et comment allons-nous faire ça? En appuyant sur un écosystème local. Vous avez vu ici des représentants de plusieurs associations, organisations professionnelles. Il y en a d'autres dans la salle et nous voulons les inviter à amener de l'énergie et de l'enthousiasme dans ces thématiques-là. Et ces acteurs-là, on va les regrouper autour d'un mode de gouvernance. Ce mode de gouvernance sera collaboratif et tout à chacun pourra prendre les décisions qui lui semblent les plus allouables. Alors là, je vous parle beaucoup d'hommes. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la matière. C'est aujourd'hui comment construit-on nos maisons, nos logements, nos bureaux. Le monde de la construction est un monde très consommateur en matières premières non renouvelables. Le sable, aujourd'hui, est la troisième ressource la plus consommée au monde après le pétrole et l'eau. Ici intervient la notion de éco-construction. Comment, demain, allons-nous construire nos bâtiments pour éviter de prélever des matières premières non renouvelables et pour pouvoir donner une seconde vie au bâtiment? Et pour ça, il va falloir expérimenter.
Expérimenter, c'est-à-dire définir ensemble des nouveaux modes de construction, des nouveaux modes d'usage, comme vous avez pu le voir avec les acteurs ici présents ce soir, ce midi. Comment expérimenter? En mutualisant. Vous avez entendu beaucoup de monde dire ici mutualiser. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Veut dire on mutualise des outils, on mutualise des compétences techniques et on mutualise des compétences humaines. Et tout ça, en fait, on le met dans un espace. Et dernier point, peut-être le plus important et celui qui nous anime le plus, c'est la transmission. Comment demain, le savoir que j'ai acquis tout au long de ma vie, que je sois quelqu'un qui ait rénové tout seul ma maison ou que je sois un professionnel du bâtiment qui ait 40 ans d'expérience, comment j'arrive à transmettre mes valeurs, mon savoir. Demain, le BATLAB permettra à tous, particuliers, professionnels et associations, de faire émerger une nouvelle culture du bâtiment ayant un impact positif sur la planète. Et cela grâce à un espace multiforme et multi-usage. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, si vous voulez réfléchir avec nous sur les prochaines étapes de construction du lieu et sur la mise en place d'un mode de gouvernance, je vous invite à participer à l'atelier qui aura la suite. Merci beaucoup. Tu dis qu'il y a autant de personnes qui posent aujourd'hui de placo en professionnel et en amateur. Et par contre, en termes de mètres carrés, ça représente quoi? On est quand même beaucoup plus dans une professionnalisation de la construction que dans une amateurisation de la construction. Donc est-ce que tu penses que le mouvement va plutôt basculer du côté de l'amateurisme ou au contraire qu'on va plutôt partir dans l'autre sens? Je pense que demain, et toutes les initiatives présentes ici le montrent bien, c'est qu'on va remettre l'habitant aussi au cœur de la problématique. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'habitant aussi construit son logement. C'est pas pour rien que les grandes surfaces de construction, en tout cas les Leroy Merlin et les Point P pour ne pas les citer, s'implantent de plus en plus proches des centres-villes pour vendre des matériaux de construction. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a aussi cette notion d'autoconstruction, d'accompagnement à l'autoproduction de nos logements qui va émerger. Une association qui s'appelle Éclat, qui fait partie du BATLAB, a à cœur d'accompagner les professionnels sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment demain un professionnel de la construction peut aider moi, particulier, pour construire. Et quand je parlais aujourd'hui, il y a autant d'amateurs qui posent de placo que de professionnels. Effectivement, c'est en termes de mètres carrés. On parle bien de la plaque de placo de BA13. En fait, on se rend compte qu'il y a autant de particuliers qui achètent autant de surface que de professionnels. Donc, quid de ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est vraiment... aujourd'hui, on peut encore distinguer d'un professionnel d'un particulier quand on regarde ces chiffres? On se pose la question. Merci. Je voudrais savoir, vous parlez de professionnels et de particuliers. Forcément, moi, je me dis que les professionnels, ils doivent se dire, oh là là, mais en fait, on va se faire manger notre métier par les particuliers qui font eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que le bilan de ça, il est plutôt positif ou négatif pour les professionnels? Effectivement, on peut partir de ce postulat de base. Nous, l'idée du BATLAB, et c'est bien une idée aujourd'hui, c'est de regrouper ces acteurs-là en place. Et aujourd'hui, les professionnels n'ont pas aussi accès à cette clientèle, entre guillemets, de gens qui vont poser eux-mêmes leur placo. Donc plutôt que d'être, encore une fois, dans « je vends un service de pose et de fourniture de placo », je peux juste être là aussi en soutien aux particuliers et avoir une nouvelle façon de faire mon métier, ce qui n'empêchera pas que derrière je sois un professionnel du placo et que je continue à le poser. Mais c'est pareil, on voit dans la construction bois, aujourd'hui beaucoup de monde se lance dans construction ossature bois, etc. Pourquoi demain on n'irait pas accompagner ces gens-là aussi? Donc c'est plus un nouveau mode de débouché, en tout cas accéder à une clientèle qui aujourd'hui n'est pas tangible, mais effectivement il y a la question de savoir si on ne va pas phagocyter une partie de leur travail. Nous ce qu'on dit, on n'a pas les réponses, mais c'est venez en discuter autour de la table et voir ce qui se passe. Ouais, c'est une remarque. En fait, et certains que tu as cités tout à l'heure l'ont compris, certaines marques et certains. On est quand même dans la valorisation aujourd'hui du faire. Et je pense que les professionnels ont tout intérêt du faire par soi-même. Et je pense que les professionnels ont tout intérêt de prendre en compte cette transition-là
pour pouvoir justement rester pertinent sur les marchés, et en trouver toujours et transformer leur manière de faire leur métier. Alors peut-être pas effectivement juste poser du BA13, mais peut-être accompagner des gens qui ont envie de savoir comment le faire. Et puis surtout, demain, on arrêtera de poser du BA13. Parce que oui, c'est horrible. Oui. Hein. Voilà, notre ville, elle se fait tous ensemble. On a une diversité d'acteurs. Il faut qu'on se rende compte, là, maintenant, à l'instant où je vous parle, de la diversité des acteurs qui sont présents ici et qui font la ville. On ne fera rien tout seul dans notre coin. On a besoin de la collectivité, on a besoin des acteurs privés, on a besoin de la société civile organisée, on a besoin des habitants. C'est notre terreau. On part de ça, on part des besoins, on part des usages. Et on a besoin... Avant de faire ensemble, on a besoin déjà d'apprendre à faire et à essayer de décloisonner. Là, je voudrais vraiment qu'on se rende compte en fait, de la diversité, de la richesse de ce lab. On est obligé d'agrandir les murs, de casser les cloisons parce qu'on est plein. On a tous envie de construire ensemble. Et on a voilà, des acteurs privés qui sont présents ici, qui vont participer au lab. On a des acteurs des collectivités qui sont bien présents aussi et qui veillent au grain parce qu'on est au service d'une chose publique. On n'est pas là pour servir des intérêts privés ou voilà, des intérêts particuliers. Ce qu'on apprend à faire ensemble, là, c'est juste un point de départ. C'est une première pierre posée à la fabrique de la ville. Et donc, à nouveau, une dernière fois, je voulais vous remercier très chaleureusement, au nom d'Open Odyssey, de votre participation et d'avoir fait vivre ce lab. C'est que le début. Et maintenant, on a voilà, beaucoup à faire ensemble. Donc, voilà, un grand bravo à tous et un grand merci. Et maintenant, on va passer à Open Odyssey et Environnement solidaire pour nous parler de Bellevue en transition, pour réfléchir justement à la manière de construire ensemble, acteurs privés, acteurs publics et sociétés civiles organisées ou sociétés civiles habitants dans la transformation des territoires. Merci à tous. Merci Jean-Marc. Exercice compliqué puisqu'on est organisateur et porteur de projet à la fois. C'est un exercice qui n'est pas évident. Donc on vous a coaché pour pitcher. Maintenant c'est à nous. Donc on est sous votre regard critique. Et désolé aussi derrière sur... lève la main, ça quoi. Et derrière, effectivement, il y a l'émission qui arrive. Désolé, parce qu'il y a aussi Johanna Roland qui va arriver. Donc c'est un peu perturbé le programme. Désolé par avance sur les effets collatéraux. Juste derrière, on va faire vite avec... notre ami Pascal, que je laisse Bonjour. Se présenter et entamer. C'est parti. Donc Pascal Gomez, moi je suis directeur d'Océan, association porteuse, régie de quartier porteuse donc, de l'action d'environnement solidaire. Et de Bellevue en transition. Bellevue en transition étant la confluence de deux associations, Open Odyssey et Environnement solidaire. Alors, ça se passe sur le quartier de Bellevue. Alors Bellevue, c'est comme d'autres quartiers nantais, peut-être une mauvaise réputation, mais dans les faits, il y a un tas de gens qui y vivent, qui y travaillent. Et moi qui y travaille au quotidien, je peux vous dire qu'il se passe des choses extraordinaires et qu'il y a un tas de gens, plein de projets, et que du coup, ça se passe très bien. Alors on est parti d'un constat d'un autre philosophe local, de dire que voilà, comment d'un pépin on pouvait faire une pépite. Tout est parti, en fin de compte, d'une parole d'habitant dans un local de récupération d'encombrants. Un habitant a mis, voilà, c'est un local poubelle, rien d'autre, c'est pas une déchetterie. Donc on est parti de ce postulat-là. Et puis ça a été donc du coup la rencontre entre un bailleur qui gère de l'habitat social sur le quartier et une régie de quartier, donc Océan. Cette collaboration entre un bailleur et une régie a vite intéressé les autres bailleurs du quartier et l'ensemble des bailleurs du quartier se sont associés au projet qui intègre donc du coup les habitants de Bellevue par la maîtrise d'usage dans leur quartier. On a créé une équipe et cette équipe elle a la particularité d'être uniquement constituée que d'habitants du quartier. Voilà, ce sont les bailleurs qui nous ont donné des noms et qui avaient repéré effectivement des habitants qui étaient en difficulté. Et donc du coup, on les a associés, ces habitants-là, à travers un contrat de travail sur un an, avec un accompagnement sur un an,
Mais donc, cette précarité, c'est uniquement des gens du quartier. Alors, environnement solidaire, c'est une action de médiation, je dirais, avant tout, et d'information et de sensibilisation des habitants du quartier sur la gestion des encombrants, qui était donc le démarrage, effectivement, du dispositif. Et on a étendu, effectivement, ce dispositif à la réduction des déchets en faisant du compostage en pied d'immeuble. Donc là, on voit effectivement l'équipe qui est repérée par une tenue particulière, avec le petit logo, là, Environnement solidaire, là. Donc on est effectivement sur du compostage fait d'immeubles, de la gestion d'encombrants et surtout de l'information, surtout de l'information auprès des habitants. Donc bien plus qu'une meilleure gestion des encombrants, c'est du coup une dénomination et des relations citoyennes qui s'appuient effectivement sur 3 piliers, comme c'est marqué. Donc du coup de l'insertion sociale et professionnelle, puisqu'on s'adresse à des personnes qui sont donc du coup en difficulté. Et qu'on accompagne, c'est de la création de liens sociaux sur le quartier et c'est effectivement de la préserver l'environnement sur ce quartier de Bellevue. L'action actuellement, je dis bien, qui dure depuis 5 ans, est sur 1700 logements sur le quartier de Bellevue, ce qui représente en gros 4000 habitants. On a récupéré en l'espace d'une année 101 tonnes d'objets avant que ça devienne des encombrants qui sont repartis dans les filières ou qui ont servi à des nouveaux arrivants sur le quartier pour s'équiper. Et puis notre compostage en pied d'immeuble, qui est pour l'instant que sur 23 cages d'escalier, on a fait 1 tonne de compostage sur une année. Alors, on a été touché par le doigt de Dieu. C'est du coup là-dessus, cette action d'environnement solidaire a été lauréate de La France s'engage, donc une action avec un financement particulier du président de la République. Et donc c'est là que, en fait, on entre et on découvre Environnement solidaire, donc Open Odyssée installé au Solilab, en partenariat avec des collectifs importants qui sont les Artisans du Changement, le collectif Zéro Déchet 100% Ressources. Et également, on a été accompagné par les Écosolis. Et nous, en fait, le changement de comportement, c'est une aventure épique, c'est super compliqué. Pour nous, c'est une odyssée. Pour que ça marche, il faut que ce soit ouvert, d'où le terme open, ouvert à tout le monde. Il faut mettre tout le monde dans la boucle, il faut mettre les habitants, les collectivités, les entreprises, il faut tous réfléchir ensemble. Et surtout, il faut s'appuyer sur une force qui est en train de monter, qui a des idées fortes par des habitants. Nous, on est plutôt sur l'axe jeunesse, notamment jeunesse étudiante, qui a beaucoup de choses à partager autour de solutions positives. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est leur donner le micro parce qu'ils ont des super pouvoirs de bouger et de changer les choses et de pouvoir peut-être proposer des pistes d'innovation et d'action pour pouvoir créer de l'emploi, créer du mieux vivre ensemble et basculer dans le monde de demain. C'est ce qu'on appelle, nous, la transition positive. C'est notre dispositif. C'est cette transition impulsée par la jeunesse en lien avec les acteurs, notamment les habitants, autour de solutions positives. Pour nous, Environnement solidaire, c'est une solution positive sur laquelle il faut s'appuyer. Et la jeunesse prend la main aussi des acteurs, des habitants pour pouvoir aller dans le monde de demain sereinement. Et on a proposé à nos partenaires qui nous suivent de se dire, et si on lançait sur Bellevue, sur la base de l'intuition d'Environnement solidaire, une opération qui s'appellerait Bellevue en transition. Et c'est pour ça qu'on a démarré au mois de janvier avec l'école d'Audencia. Et on leur a dit à 120 étudiants en master spécialisés, et si on montait un défi zéro déchet, comment mettre en mouvement un quartier de Bellevue? On est allé à Audencia. On a fait venir des acteurs du territoire, notamment tous les gens autour d'Environnement solidaire, mais pas que, des gens des collectivités, des grands groupes, des startups qui sont venus réfléchir avec les étudiants pour les aider à s'approprier les enjeux de ce quartier. On est allé dans le quartier faire une learning expedition pendant une après-midi organisée par les acteurs du quartier, dont Environnement solidaire, pour que les étudiants s'approprient, voient la dynamique qu'il y a dans le quartier. Et au bout de 3 mois, on a une équipe d'étudiants qui a proposé un projet, un défi pour pouvoir développer encore plus le compost auprès des habitants et des commerçants du quartier, et aussi, pourquoi pas, installer des poulaillers dans les écoles, avec un prix offert par un de nos partenaires qui est Veolia, qui est de 5 000 € pour mettre simplement expérimenter cette action à partir du mois de septembre. Actuellement, on est en train de voir avec la ville de Saint-Herblain pour mettre en place cette petite action. Mais derrière tout ça, on a surtout découvert Environnement solidaire, cet accès direct aux habitants, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire.
Et on s'est dit, à partir de la rentrée, toutes les écoles qu'on est en train de mobiliser, on s'est dit, on va faire un focus sur Bellevue et toutes les forces vives des écoles nantaises, notamment derrière ces logos, c'est à peu près 200-300 étudiants actuellement qui sont en train de se mettre en mouvement, qui vont se mettre avec Environnement Solidaire pour essayer de proposer des actions pour bouger le territoire. Et donc, c'est là où on se dit qu'Environnement Solidaire, et si on élargissait? Voilà, donc l'action, effectivement, qui était actuellement sur la partie Bellevue mais Saint-Herblain, cette action s'étend donc du coup sur le Grand Bellevue. On passerait de là, donc Nantes Métropole Habitat rentrerait effectivement dans le dispositif, donc on peut s'étendre effectivement sur le Grand Bellevue, et on passerait effectivement à 2300 logements, ce qui correspond à peu près à 6000 habitants. Et donc on prend Bellevue. Alors donc cette action-là, donc là on a une belle vue de Bellevue. Cette action-là, comment dirais-je, ne peut fonctionner. Vous avez compris que effectivement que s'il y a des habitants qui sont impliqués dans le projet. Que si on implique les acteurs et nos partenaires et qu'ils soient force de proposition pour venir avec nous développer des solutions avec les habitants, mais en prenant le temps d'écouter les habitants. C'est un projet qui ne peut fonctionner qu'effectivement si on envisage l'aspect économique et donc du coup des activités économiques. Donc si on crée en bout de piste de l'emploi, mais l'emploi il passe par créer du lien social. Comment commencer par créer plus de liens sociaux qui arrivent vers plus de bien vivre ensemble dans le quartier. Donc c'est aussi faire prendre conscience aux habitants de ce quartier, effectivement, qu'il y a possibilité de changer, qu'il y a une possibilité de transition et qu'ils peuvent en être acteurs. Et au final, spécifiquement, c'est comment on agit pour pouvoir réduire encore plus les déchets auprès des habitants par la sensibilisation et de la récupération et de la collecte, et au final de contribuer à l'attractivité du territoire. Ça, c'est l'objectif principal. Et le but, c'est que Bellevue devienne un territoire d'expérimentation pour les projets d'entreprise portés par des grands groupes ou des PME. Donc avec des projets, ce qu'on appelle des projets pépites, on peut penser au projet d'Abdel avec sa ferme urbaine sur le Bellevue. On va l'aider à dimensionner sa ferme urbaine auprès des habitants. Combien de biodéchets on peut collecter? Est-ce que les gens ont envie d'une ferme urbaine? Oui, non, dans quel espace? Pourquoi pas mettre un BAT Lab et le dimensionner dans un des quartiers de Bellevue? Ça doit être un territoire pour pouvoir expérimenter ça et aussi permettre aux habitants qui ont plein d'idées de pouvoir développer leurs projets. Et en termes de si on se projette, nous, on veut, dès cette année, embarquer 10 écoles, puis 15, puis 20, puis aller de 600 à 2000 étudiants en 2 ans, puis aussi expérimenter de 3 à 10 projets entreprises, aller de 3 à 20 partenaires entreprises, PME, grands groupes, puis aller de 5 à 20 projets pépites qu'on pourrait suivre. Et aussi, pourquoi pas, parce qu'on sera sur le terrain, organiser des ateliers collectifs dans le quartier et dans les écoles qu'on estime à une centaine d'ici 2 ans. Comme on est en train de faire là, mais on irait régulièrement pour pouvoir faire des ateliers collectifs. Et puis, Bellevue en transition, ça ne marchera que si on est en lien avec E-Link, si on est en lien avec Doulon-Gohard, avec la caserne de la Mélinette et qu'on s'apprend mutuellement les uns des autres. Puisque pour aller plus vite, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Et que nous, ce qu'on fait, on verra ce qu'on peut aussi donner ailleurs. Pour mailler le territoire, pour contribuer à cette fabrique de la ville, à la nantaise, de manière collective. Notre problématique, aujourd'hui qu'on vous pose, globalement, c'est comment articuler collectivité, grands groupes et initiatives citoyennes pour transformer le territoire. Et on aura 2 sous-ateliers. On s'interroge sur le premier que Jean-Marc pourra animer. Quel nouveau mode de financement pour les expérimentations? Et le deuxième, pour toi? Et donc, du coup, c'est comment mobiliser et susciter un engagement de fond des habitants dans le dispositif. C'est vrai qu'on a l'habitude de mobiliser les habitants là-dessus. Ça marche de moins en moins bien. Comment on peut être imaginatif là-dessus et faire que les habitants s'approprient complètement le projet. Voilà, je vous remercie. 11 minutes, on n'a pas de questions-réponses pour être dans les temps. Si? D'accord. Johanna Roland qui arrive d'une minute à l'autre, mais si vous voulez poser des questions à nous, peut-être je vais inviter les Do You Cause Commune et puis le BAT Lab. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, voilà, peut-être pour vous orienter sur les ateliers de tout à l'heure par rapport à Bellevue en transition, par exemple, une autre pour Do You Cause Commune ou pour le BAT Lab, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez d'entendre en attendant, Madame le maire, avant qu'on aille travailler? On peut chanter une petite chanson. Est-ce que vous voulez chanter quelque chose? Oui.
C'est plutôt une proposition de collaboration comme on le fait déjà, c'est-à-dire concrètement sur les enjeux d'éducation et tu disais, de valoriser et de pouvoir partager les expériences. Et ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait au sein du réseau des écoles du futur, c'est-à-dire que ce soit les jeunes eux-mêmes dans les écoles, dans les quartiers, qu'on accompagne, qu'on forme aux outils de médias pour qu'ils puissent eux-mêmes faire les reportages, les interviews, tracer en fait dans leur contribution directe, mais aussi tracer ce qui se passe et du coup que ça puisse servir à inspirer et à donner, à partager à d'autres. Ça, c'est le premier point. Côté BATLAB, c'est concrètement se mettre en mouvement pour réaliser nos outils qui sont les observatoires naturels urbains, donc en matériaux recyclés. C'est créer ces lieux d'observation de l'environnement avec des matériaux qu'on récupère. Et puis, dernier élément, c'est de créer cette dynamique justement d'un quartier à l'autre, que ce ne soit pas des quartiers isolés. Et donc, créer du lien entre ce qui se passe à Bellevue, les autres projets, avec d'autres jeunes qui sont dans les quartiers qui sont peut-être moins dynamiques, mais du coup, pour essaimer et commencer doucement à irradier dans l'ensemble de la commune et puis même au-delà de manière régionale, parce qu'il y a des actions qu'on a, nous, sur le littoral et ce serait intéressant qu'il y ait des échanges entre les urbains et les non-urbains. L'enjeu de mutualisation est hyper fort. Enfin, là, ce qu'on est en train de faire, déjà, on se connaît les uns les autres. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà... Il n'y a pas trop de trous dans le filet, en fait. Le but n'est pas forcément de créer ce qui existe déjà. Donc déjà, ce travail-là, on commence déjà à mutualiser. L'enjeu fort, en tout cas pour Bellevue en transition, c'est de ne pas partir sur faire quelque chose qui existe déjà en fait à Nantes, mais au contraire, offrir un territoire d'expérimentation pour ce qui existe déjà. Après, la question de la mutualisation, quels outils, etc., voilà, il faudra qu'on y réfléchisse ensemble par rapport à des outils qui existent déjà de ton côté. Voilà, je pense que nous, notre côté, mutualisation, c'est hyper fort. Peut-être de votre côté, j'imagine. Pour nous, les rencontres avec les uns et les autres ont déjà permis de tisser des liens. On se connaît déjà depuis un moment, mais voilà, avec M. Gomez, on ne se connaissait pas et on a déjà connaissance et peut-être des projets en commun. Ouais. Je vais juste, par rapport à Bellevue en transition, vous proposez éventuellement de mettre dans la boucle des e-link, enfin des autres projets du territoire sur d'autres quartiers. Nous, on développe depuis un an ce qu'on appelle Braille-Barberie en partage. Donc c'est sur un autre quartier, c'est le quartier 7. Alors plutôt sur des actions autour de l'économie du partage, mais je pense qu'il doit y avoir des liens quand même sur les actions qu'on va mener respectivement. Donc ça m'intéresse de rentrer dans la boucle de la collaboration. Ouais. Bellevue en transition, en fin de compte, c'est une colonne vertébrale. C'est un projet collectif porté à deux structures. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est que d'autres projets puissent venir s'intégrer dessus et puissent se servir du support de cette base qui est Bellevue en transition. Voilà, tout à fait. Tout le monde est bienvenu. Hein. Oui, enfin, et inversement, quoi, comme on est bien sur le Ouais, partage de ce qu'on va faire. Après, c'est... Vas-y, tiens, Gaëtan. Je vais juste être un peu dissonant, c'est-à-dire mutualiser, c'est super intéressant. Par contre, ça peut être vite des usines à gaz. Donc la question de qu'est-ce qui fait qu'on fait cause commune, c'est-à-dire mutualiser pour mutualiser, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui fait qu'on fait cause commune? Et finalement, il y a aussi des échelles critiques sur lesquelles sinon on crée des structures lourdes. Donc il y a une vraie intelligence à réfléchir, ce qui est nos échanges. On a eu l'occasion de comment on participe sans créer des structures lourdes partout, qui fait qu'on passe plus de temps dans des réunions et des systèmes de coordination que des systèmes d'agir. Donc là, il y a une vraie vigilance qu'on doit avoir. Nous, notre cœur de métier, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'ingéniosité collective territoriale. C'est comment on peut être ingénieux avec ça sans créer des espèces de mastodontes et de dynamiques qui deviennent lourdes et pesantes. Donc c'est à la fois être très actif, réactif sur un territoire, pouvoir partager, mutualiser, mais en faisant gaffe de ne pas trop s'alourdir et devenir des mammouths. Là-dessus, je compte sur Gaëtan pour poser toujours toutes les questions qu'on soit dans le questionnement permanent. C'est celui qui pose le plus de questions à la minute sur la place de Nantes, je pense. Mais c'est hyper important parce qu'effectivement, pour pouvoir entrer et tester sur le territoire, il faut qu'on soit sûr que ce soit le bon moment aussi pour chacun de vos projets, pour pouvoir tester à partir de bases que vous avez déjà testées dans un premier temps. Donc, ce sera un échange permanent, puis de voir si tout ça, pour que ça soit bien des deux côtés, en fait. Voilà.
Effectivement, donc la mutualisation, ça va être une deuxième étape. On a déjà franchi le début d'une première étape, on va dire, avec le laboratoire des initiatives nantaises. Parce qu'un des objectifs aussi de ce laboratoire, c'était de recenser un peu des initiatives. On en a trouvé beaucoup. Il y en a beaucoup qui restent. Gaëlle nous parlait d'une des initiatives dont nous n'avions pas encore connaissance et dont elle était partie prenante. Il y en a encore beaucoup et on espère qu'on va pouvoir justement continuer à recenser et chacun trouver son ancrage dans son territoire et dans sa compétence. Parce que pour pouvoir bien mutualiser, il faut d'abord savoir où on est expert et où on ne l'est pas pour mieux travailler ensemble. Et ce que Gaëtan rappelle, c'est très important. Et eux, ils ont un ancrage dans un quartier. Open Odyssey a un ancrage dans un autre quartier. Open Odyssey, sa spécialité, c'est de mettre la jeunesse étudiante au cœur des problématiques des porteurs de projets et des entreprises. Gaëtan, donc, sa spécialité, la spécialité des badauds associés, c'est de développer de la conciergerie et de s'ancrer en recherche-action sur le sailing, pardon, excuse-moi, sur le territoire. On mutualise. De mutualiser et de s'ancrer sur les porteurs de projets du territoire. Environnement solidaire, sa spécialité, c'est d'aller chercher les habitants et de travailler avec eux en profondeur. Le BatLab, c'est toute l'expertise du bâtiment qui se regroupe et qui va aussi s'ancrer dans un lieu et dans un quartier. Donc l'objectif, c'est de mutualiser, mais en sachant chacun quelle est son expertise pour pouvoir apporter à l'autre. Et puis les badauds en fait ont développé par exemple un dispositif de captation, de dispositif mobile de captation de contenu auprès des habitants avec des caravanes qui sont des studios carrément d'enregistrement de studios. Ils existent, ils l'ont expérimenté. C'est génial pour aller au contact des habitants. On va pas s'amuser à tester, faire ça de notre côté. On va plutôt dire tiens Gaëtan, est-ce que on peut mutualiser? Est-ce que ça passe par une prestation? Est-ce que ça passe par un échange de proposés de services? On est en train de réfléchir à pourquoi pas se mettre effectivement tous sous la bannière sonnante en fait pour s'échanger tous des services. Voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qu'on se pose nous actuellement et qu'on a envie de se poser avec vous en fait. Voilà. 2 minutes. Est-ce que vous avez aussi d'autres questions? Vraiment, désolé pour ce petit temps. Je te vois Gilda sur E-Link, je vous vois tous. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou voilà, des réflexions? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. C'est peut-être anticipé sur l'atelier qui va suivre, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de participation habitants? Là, vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être un petit peu... Vous êtes en train de saboter mon atelier, vous? Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on dit et qu'on sollicite les habitants pour participer à des actions. Donc on a un système qui fait que de moins en moins, en fin de compte, les habitants sont présents et participent pleinement, comment dirais-je, à ce qui se passe sur le quartier. Donc il faut qu'on soit imaginatif, il faut que du coup l'habitant y retrouve un intérêt pour mieux vivre sur son quartier, c'est une première chose, mais aussi peut-être un intérêt financier, peut-être voilà. Est-ce que c'est je participe, je mets 1 euro, 2 euros dans l'action et puis en fin d'action, une fois que j'y ai participé, je récupère, je sais pas moi, une diminution de la taxe sur les ordures. Enfin bon, on peut imaginer ça. Est-ce que c'est un peu l'engagement associatif et militant qu'on peut retrouver lorsqu'on va rentrer dans une association? Eh ben, on commence par payer sa cotisation. Donc voilà. Est-ce que c'est, comment dirais-je, une façon? Je sais pas. Peut-être, c'est une piste. Il y a peut-être effectivement d'autres types d'idées. Pour mieux faire que l'habitant du quartier s'approprie son quartier et s'approprie les projets. Oui, peut-être pour compléter, alors il y a par exemple des nouvelles structures qui viennent d'émerger dans les quartiers populaires qui sont les conseils citoyens. C'est-à-dire que c'est intéressant d'aller mobiliser des gens qui se mobilisent. Pas obligatoirement de réinventer la mobilisation en permanence. Et puis une chose sur laquelle, à mon avis, il faut être prudent, et Pascal, tu connais bien ça, la problématique où les habitants sont souvent mobilisés pour des diagnostics. Mais après, il n'y a plus rien. Alors que de les associer à de la production de richesse réellement, c'est beaucoup plus mobilisateur. C'est vrai que les habitants aujourd'hui sont prudents en disant, pour la énième fois, on vient nous demander notre avis, puis on a l'impression qu'on nous a demandé notre avis, puis après, il n'y a plus rien. Et je pense que si on veut avoir une démarche qui a une qualité, c'est là-dessus, il faudra être très attentif. Je pense qu'il y a des vraies envies d'être partie prenante. Par contre, il y a une prudence, voire une distance qu'il peut y avoir là-dessus parfois. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe effectivement la grande partie de notre temps sur l'action sur les quartiers sur l'action des quartiers et mobiliser les habitants là-dessus.
Ok. Johanna, bienvenue. On a dû tenir, on n'avait pas grand-chose à dire en fait, et en face non plus. Donc on est prêt d'entamer des ateliers de créativité. Voilà, en fait, pendant 3 jours, le Lab des initiatives nantaises, c'était aussi montrer ce bouillonnement qu'il y a à Nantes pour ensemble, quelque part, contribuer à fabriquer la ville. Mais fabriquer la ville, pourquoi? Au final, pour lutter contre le changement climatique, qui est le thème de ce Climate Change. Et pour nous aujourd'hui, pour tous les participants aujourd'hui et depuis 2 jours, c'est une question d'abord de changement de comportement dans pas mal de domaines. Il faut se déplacer autrement, consommer autrement, il faut habiter autrement, se loger autrement, travailler autrement, qu'on a mis sous 5 chapeaux: ville, nature et comestible, ville active, ville animée, ville inclusive et aujourd'hui ville d'usage. Au total, 45 initiatives locales, même une 50aine d'initiatives dites individuelles, une 15aine d'initiatives multi-acteurs. Et le fruit du travail qu'on a effectué ici, derrière, sur le stand de Nantes Métropole, via un travail de facilitation graphique qu'on complétera tout à l'heure par les 3 ateliers vers lesquels on t'invitera à passer. D'abord sur le BATLab, autour des acteurs qui se bougent pour des nouvelles manières de construire et de bâtir. Et là-bas, avec Douyou Cause Commune et Bellevue en transition, où on t'amènera pour te faire découvrir et peut-être, pourquoi pas, de participer dans l'espace de 1 ou 2 minutes à ces ateliers. Bienvenue au Lab des initiatives nantaises, Johanna. Merci. Tu évoquais à l'instant le fait de changer de comportement. Mais changer de comportement, ça va jusqu'à changer le mode de conception même de ce type de sommet. Je vais démarrer par là parce que souvent, ces sommets internationaux, c'est le cas ici, Climate Change est en train de devenir le grand rendez-vous international entre les COP de la société civile non gouvernementale. Et bien souvent, par expérience, ces sommets ne font pas d'espace ou très peu d'espace aux acteurs locaux. Donc moi, quand j'ai décidé d'accueillir Climate Change, j'ai posé un principe de fond, c'est que ce moment devait aussi être celui de la rencontre entre la société civile locale et la société civile mondiale. C'est passé par plusieurs choses. D'abord des questions d'accès tarifaire. Je m'excuse de cette parenthèse pragmatique, mais j'avais y compris en tête quelques retours d'Écocité en 2013 et d'acteurs associatifs qui disaient c'est bien passionnant, mais quand on est une petite association ou même une petite boîte sur le territoire, ça représente quelque chose. Ça a répondu au-delà de nos espérances, je le dis clairement, puisque sur les contributions qu'on a reçues au moment de la préparation de l'alimentation de Climate Change, sur les 600 contributions, nous avons eu 200 contributions locales. C'est bien la preuve qu'il y a sur ce territoire des synergies, du dynamisme, des talents et globalement aussi une envie de bouger les lignes, de changer le modèle à partir du faire, à partir du concret, dans une logique de projet partagé. Et puis nous avons pris une décision, c'est que changer de modèle, c'est aussi accepter qu'on n'est pas dans la totale administration par la grande administration et par le service public. Et donc ce forum des initiatives locales, nous avons fait le choix de le confier à 2 acteurs locaux, Open Odyssey et Scopic, que je salue et que je remercie. Et j'insiste en disant que ça fait partie aussi du changement de comportement. En disant une collectivité locale, elle porte une vraie responsabilité sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait? Notre rôle d'exemplarité, notre rôle de donneur d'ordre. Mais si on va au bout du changement de braquet, du changement de modèle et de la logique des transitions, ça veut dire aussi qu'on accepte en quelque sorte de partager le pouvoir d'agir, de partager la capacité d'initiative avec la société civile. Et c'est aussi ça qu'on a voulu faire au travers du Forum des initiatives locales sur le fond. Donc ça a été l'occasion pour vous, collectivement, de donner à voir des projets, des synergies, des engagements, avec un principe auquel moi je suis particulièrement attachée, qui est de contribuer à se faire rencontrer des univers qui ne se rencontrent pas forcément. Et c'est le principe même de Climate Change. Quand vous imaginez que dans Climate Change, il y a à la fois des grands groupes, et on l'assume, parce que moi je ne connais pas de transition sans transition économique, et si à un moment donné les questions de modèle financier, on ne les pose pas en transparence dans le débat, eh bien on fera qu'un petit bout de la transition. On a des ONG, on a des acteurs syndicaux, on a des représentants des peuples autochtones. Autant vous dire que tout le monde vient ici avec son point de vue de départ, son parcours, et qu'il y a une vraie diversité des sensibilités et des points de vue. Mais c'est bien ça l'enjeu de la transition, comment on ne reste pas qu'entre hommes et femmes convaincus ou passionnés de ces enjeux-là, mais comment on va chercher une partie des citoyennes et des citoyens qui, pour différentes raisons, ne sont pas encore dans cette mise en mouvement. Donc moi, je suis ravie que le Forum des initiatives ait permis de donner à voir de cette énergie nantaise, de cette effervescence, des croisements aussi qui peuvent exister entre vous. Et puis surtout, l'idée, c'est de vraiment pas en faire un one-shot.
C'est-à-dire que ça, c'est le début d'une histoire. Je suis convaincue que c'est le début d'une belle histoire. Je disais en plaisantant hier soir aux 80 bénévoles que je veux à nouveau remercier, parce que si ce sommet il marche, c'est à la fois parce qu'il y a eu une vraie mobilisation de l'équipe de la Cité des Congrès, une vraie mobilisation de l'équipe de la métropole, y compris en soutien sur le forum des initiatives. Et je veux notamment saluer Alban, dont je sais qu'il n'a pas ménagé ses efforts. Là, on peut l'applaudir très Parce très que fort. co-gérer et Gilda Macaire et Samuel Tiercelin, franchement, c'est un job à plein temps. Il faut quand même vraiment le dire. Au-delà de la boutade et plus sérieusement, c'est vraiment dans cette capacité à continuer l'aventure, à dire ce que j'évoquais aux bénévoles en souriant hier soir. Vous avez aimé Climate Change, vous allez adorer le grand débat transition énergétique, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire on rentre sur ce territoire dans une logique de plusieurs mois, d'un territoire en mouvement, qu'a les ressources d'être une métropole de référence en France sur les sujets de la transition énergétique, mais de ne pas se contenter de le faire dans les grandes déclarations d'intention. Et évidemment que le rôle des États sur ce sujet, il est déterminant, mais pour passer à l'action, pour accélérer l'action, on a besoin de le faire à partir des territoires et avec les acteurs des territoires. Donc merci d'avoir permis de contribuer à cela. Merci beaucoup. Et bien maintenant, place à l'action. Donc comme dit tout à l'heure, on va se répartir sur les 3 ateliers. Donc ceux qui sont intéressés par la thématique du BATLAB, cette réflexion autour de ce lieu qu'on a imaginé, dans lequel ils nous ont projeté, comment créer les conditions pour qu'il se fasse. Donc c'est juste sur le stand de Nantes Métropole. On va y passer d'abord avec Johanna Roland dans un premier temps. Donc ceux qui sont intéressés, c'est juste derrière que ça se passe. Tout est prêt, les problématiques, les post-it, etc. Et ensuite, on va aller dans les 2 ateliers Douillou Cause Commune et Bellevue en transition. Donc Douillou Cause Commune autour comment faire cause commune, comment impliquer ensemble tous les acteurs autour de ces questions d'usage, notamment dans le côté objet connecté, environnement connecté, et Bellevue en transition pour faire de ce territoire un territoire exemplaire. Donc on y va ensemble. Bellevue en transition, vous suivez Jean-Marc. Le BATLAB, ça se passe juste derrière. Douillou Cause Commune, ça se passe à côté de Bellevue en transition, juste au fond. Donc je vous demanderai d'y aller. Ah, on enchaîne tout de suite. C'est parti. Merci beaucoup. Désolé pour le contretemps pour l'émission juste derrière. Du coup, je pense qu'on fera les restitutions à même les ateliers pour donner plus de temps derrière à l'émission de se faire. Voilà.